Le juriste va intervenir toujours en amont. Il vous aide donc à transformer votre idée en projet, qui vous aide à mettre en place un modèle économique qui va vous permettre de générer des revenus de façon constante. Le juriste va venir réajuster le modèle économique. Lorsqu'il va voir la façon dont votre activité évolue, il va vous conseiller la forme juridique qui ne va pas bloquer l'expansion de vos activités. Le juriste vous conseille également en ce qui concerne les partenariats que vous pouvez mettre sur pied. Et ça vous permet donc de gagner en temps et en argent. Parce que le juriste est un professionnel qui se frotte à plusieurs entrepreneurs à la fois. Donc, le projet que vous pensez original pour vous, c'est un projet que le juriste a déjà fait consulter plusieurs fois chez certains entrepreneurs. Donc, quand vous venez avec votre projet, c'est vraiment comme quelque chose qu'il a déjà eu à traiter plusieurs fois. Or, cette chose-là, elle est nouvelle pour vous. Mais pour lui, c'est déjà quelque chose de routine chez lui, en fait. J'ai une entreprise basée au Canada dans laquelle je fais des prestations de services juridiques. Je rédige les contrats pour le compte des clients de cette entreprise-là. Tout ce qu'on vient de dire là, c'est des choses vraiment méconnues par les personnes de la diaspora. C'est une catégorie d'entrepreneurs qui négligent une bonne partie de tout ce qu'on a dit ici. Ils sont à distance. Ils font parfois une confiance mal placée. Parfois, ils ne mettent pas en place des contrats. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà collaboré avec des personnes de la diaspora. Qu'est-ce que vous pouvez déjà identifier comme challenge que les personnes de la diaspora rencontrent ou des erreurs qu'ils font dès le début quand ils veulent faire des projets au pays? J'offre mes services de rédaction de contrats dans une entreprise qui est basée au Canada. La diaspora a peur d'investir en Afrique en passant par exemple par des professionnels de droit. Ils pensent que c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. On n'a pas forcément besoin du droit pour investir en Afrique. Donc, c'est la même culture juridique qu'ils vont développer lorsqu'il va falloir investir en Afrique. Et c'est comme ça qu'ils vont faire. Et pourtant, c'est différent. C'est différent quand ils sont dans la diaspora, dans les pays dans lesquels ils sont. Tous les projets qu'ils font, ils savent qu'ils ont besoin de ces aspects. Le plus souvent, ils collaborent avec des personnes de droit, des experts comptables, des avocats. Mais quand on part en Afrique, vous dites que toutes ces barrières sont oubliées, quoi. En fait, ces barrières sont oubliées. Pourquoi? Parce que très souvent, la diaspora pense que en Afrique, on n'a pas forcément besoin de l'assistance d'un professionnel de droit. Alors, qu'est-ce qu'ils font par exemple? Les gens de la diaspora vont par exemple confier leurs projets aux membres de la famille et malheureusement, ces membres-là vont les décevoir en disparaissant avec de l'argent ou encore en faisant des photos sur des chantiers appartenant aux autres personnes. Et ces personnes de la diaspora seront tout simplement surprises lorsqu'elles vont descendre sur le terrain et vont se rendre compte qu'aucun projet n'a existé entre-temps. Donc, ils ont été dupés, ils ont été malmenés durant tout ce temps par les membres de leur propre famille. Le plus souvent, ils disent que ça ne sert à rien. Dans quel cas, justement, le fait de vouloir économiser, c'est quoi les conséquences, justement, qui fait que ça les coûte cher après par la suite? Lorsqu'une personne de la diaspora ne se fait pas accompagner par un professionnel de droit, lorsqu'elle décide d'investir en Afrique, premièrement, cette personne choisit mal son projet. Cette personne ne maîtrise pas les réalités africaines. Elle a tendance à transposer ce qui se passe à l'extérieur en Afrique. Or, les réalités sont différentes. Les réalités sont totalement différentes. Ce qui fait que sur le terrain, il y aura une grande différence entre ce qui se passe en Afrique et ce qui va se passer en Occident, par exemple. Donc, la première conséquence, c'est déjà l'échec du projet. Pourtant, c'est un projet qui fonctionne 1000 à l'heure lorsqu'on est de l'autre côté. Mais le même projet est transposé en Afrique et va échouer parce que le projet n'est pas adapté aux réalités économiques ou bien aux réalités du terrain. Donc, par conséquent, il faut toujours se faire accompagner par un professionnel de droit pour qu'il voit dans quelle mesure transformer l'idée de projet en un projet exploitable depuis l'Afrique. Parce que le projet peut être exploitable, mais de l'autre côté, mais une fois transposé en Afrique, il faut l'adapter au projet du terroir. D'accord? Il faut l'adapter aux réalités africaines, quoi. Mais du coup, supposons que moi, j'ai envie de réaliser, je sais pas, un projet dans l'agriculture. J'ai l'idée. Je sais pas, je me demande s'il faut que je fasse l'agriculture, il faut que je fasse de la transformation agricole.
ou je veux ouvrir un studio podcast, dans quel cas, justement, de façon factuelle, un conseil juridique peut m'aider à affiner ce projet où j'ai juste l'idée et que j'ai vu que ça fonctionne ici, que j'aimerais transposer là-bas. Mais dans quel cas il peut m'accompagner sur la réalisation de ce projet de bout en bout? Alors, il faut dire par rapport à cette idée-là que le professionnel de droit va d'abord vous aider à transformer l'idée en projet. Le professionnel de droit va déjà voir s'il y a des risques en ce qui concerne votre projet, comment mettre en place des mécanismes qui vont protéger justement ce projet-là et qui soient réellement exploitable depuis l'Afrique. Parce que le professionnel de droit va se demander, va vous poser la question de savoir est-ce que vous êtes en capacité d'importer des machines. Parce que si vous voulez faire dans l'agriculture industrielle, sachez déjà que les machines appropriées ne sont pas déjà disponibles certainement sur le territoire. Il va vous falloir débourser de l'argent pour importer. Soit vous importez ces machines-là, c'est une option qu'il va falloir débourser un peu de l'argent, soit il va falloir procéder par une sous-traitance allant d'un pays africain à un autre ou bien allant d'une ville à une autre ville. Donc, toujours est-il que le professionnel de droit va étudier et voir l'option qui est plus réalisable en fonction de ce projet agricole que vous avez. Et maintenant, le professionnel de droit va également se rassurer si vous avez le mindset qui va avec, parce que l'argent va même venir en dernière position. Le professionnel de droit va vous demander pourquoi est-ce que vous décidez de faire dans le projet agricole. Quels sont vos objectifs? Quelle est votre vision à long terme? Quelle est votre vision sur le long terme? Et à ce moment, le professionnel de droit peut se rendre compte s'il faut que vous vous constituez, par exemple, un groupement d'intérêt économique, parce que c'est un projet de grande envergure. Vous n'êtes pas censé y aller seul. Vous pouvez toujours vous faire accompagner par d'autres personnes qui partagent la même vision que vous. Le professionnel de droit va, par exemple, vous dire que, alors, à ce moment, vous pouvez vous constituer, par exemple, en association, parce que certainement, il y aura des subventions que vous pouvez recevoir lorsque vous vous constituez en association. Bref, le professionnel de droit va étudier de fond en comble l'option qui va correspondre à votre projet agricole. Avant toute chose, avant même la mise en œuvre du modèle économique qui sera applicable à votre projet. Il va comprendre l'humain, challenger ton projet, voir le pourquoi du comment, mais du coup, est-ce qu'il va, dans l'implémentation, est-ce qu'il va t'accompagner à trouver, par exemple, je ne sais pas, des acteurs, des partenaires, des profils compétents dans le domaine, des agronomes disponibles? Est-ce qu'il va t'accompagner vraiment sur la faisabilité concrète du projet, une fois qu'il s'est assuré que tu es le bon profil pour réaliser le projet? Le professionnel de droit, ce n'est pas une personne qui connaît tout, qui maîtrise tous les aspects. Lui, son rôle, c'est de se rassurer que vous êtes protégé sur le plan juridique. C'est de se rassurer que le modèle économique que vous avez mis en place vous permet effectivement de générer de l'argent avec la société qu'il va vous créer. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il peut, à ce moment-là, vous mettre en contact avec des experts qui sont spécialisés dans votre domaine. S'il y a, par exemple, un ingénieur agricole qui va intervenir dans votre projet, il va vous dire clairement qu'à cette étape, ou bien à partir de telle étape, il y a telle personne qui doit intervenir. Donc, il vous dit clairement ce que vous êtes censé faire. Il ne fait pas ça, mais il vous dit qu'à tel niveau, vous avez besoin de tel professionnel. Donc, c'est le professionnel de droit qui vous établit, qui vous dit clairement qu'à telle étape du projet, vous avez besoin de tel professionnel de droit. Non, vous avez besoin de tel professionnel. Vous avez besoin de tel expert. Et s'il a une liste de contacts, parce que le consultant juridique, c'est quelqu'un qui touche à beaucoup de projets d'entrepreneurs. Si dans sa liste de contacts, il y a une personne qui est experte en agriculture, alors le professionnel peut à ce moment-là vous mettre en contact avec ce professionnel-là. Donc, voilà comment ça se passe. Le professionnel de droit va définir qui intervient dans le projet et à quel moment précis. Donc, voilà son rôle. Voilà le rôle du professionnel de droit. Il définit toutes les parties prenantes, toutes les parties qui doivent intervenir dans la réalisation concrète
de votre projet et il se met donc en back-office pour pouvoir protéger toutes ces interventions-là à travers les contrats de partenariat, les contrats de collaboration, ainsi de suite, les contrats même de prestation de services, ainsi de suite, ainsi de suite. Le vrai problème qu'il y a avec ça, c'est que la diaspora aujourd'hui, quand ils font des projets, beaucoup de la diaspora n'y croient pas. Ils disent que même le problème de droit en Afrique, ça vaut pas grand-chose parce qu'en fait, au niveau juridique, c'est pas très considéré. Vous en pensez quoi en vérité? En réalité, la diaspora ne croit pas parce que la culture juridique reste faible. Mais qui doit implémenter cette culture juridique-là si elle ne fait pas déjà confiance à son État ou bien à son continent? C'est nous autres, les Africains, qui devons nous lever pour bâtir l'Afrique, pour bâtir cette Afrique qu'on appelle l'Afrique en miniature. Nous devons la bâtir tous ensemble. Ce n'est pas parce que on se retrouve de notre côté où tout est construit qu'on va y rester. En fait, c'est nous qui devons bâtir l'Afrique. Et il y a déjà une réglementation en vigueur qui contrôle, n'est-ce pas, qui harmonise les activités économiques, les activités génératrices de revenus dans presque 18 États. Donc, ça fait en sorte que quelqu'un de la diaspora qui veut investir dans une partie de l'Afrique va certainement avoir le même système juridique dans 18 États. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est de la diaspora et qui investit au Cameroun, qui veut encore investir en Côte d'Ivoire, va avoir affaire au même système juridique en ce qui concerne l'application des règles en droit des affaires, le droit africain, par valoriser le droit OHADA, parce que c'est un instrument protecteur. Ce n'est pas un instrument qui est là pour bloquer nos activités, mais il est là pour faciliter nos transactions. Vous voyez, dans le commerce, nous avons besoin du droit OHADA pour rédiger nos contrats, pour récupérer nos créances, pour constituer des sociétés. Nous avons besoin du droit OHADA. Le droit OHADA ne bloque pas nos activités, mais il permet à tous les Africains de pouvoir se déployer dans presque 18 États sans avoir besoin d'avoir peur des règles juridiques. Donc, c'est ça. Mais du coup, quelqu'un qui est dans la diaspora, qui a envie de réaliser un projet au pays, pour un bon contrat, quels sont les éléments qu'il doit vraiment mettre dedans, compte tenu qu'il est dans la diaspora, qu'il est à distance? Est-ce que vous pouvez nous conseiller quel type de contrat il devrait vraiment mettre en place et les clauses qu'il doit surtout ne pas négliger, quoi? Alors, ça dépendra du projet. Quelqu'un de la diaspora veut réaliser avec une personne qui est en Afrique ou bien une entreprise installée en Afrique. Alors, dans le contrat, si c'est par exemple un contrat de réalisation d'un ouvrage, quelles sont les mentions qui doivent être dans le contrat pour que ce contrat-là lui soit protecteur? Parce qu'un contrat, ce n'est pas parce que c'est un contrat que vous allez estimer qu'il vous protège forcément. Il y a des mentions obligatoires dans ce contrat et ce sont ces mentions-là qui vous protègent. Donc, quelqu'un de la diaspora devrait d'abord veiller à ce que les informations sur l'identité de son co-contractant soient mentionnées dans le contrat. Donc, les informations sur l'identité ou bien l'identification du co-contractant concerne la dénomination sociale. Il faut fuir les entrepreneurs qui n'ont pas créé légalement une société. Quand vous êtes quelqu'un de la diaspora, il faut traiter avec les sociétés. Donc, il faut mentionner la dénomination sociale, le sigle, c'est-à-dire le nom de la société. Est-ce que vous voulez traiter avec Business and Law SAR? Il faut que dans le contrat, qu'on voit effectivement Business and Law SAR, qu'on voit le numéro de son RCCM, qu'on voit qui est son gérant, qu'on voit même le numéro de sa carte nationale d'identité, son siège social. Donc, quelqu'un de la diaspora, s'il veut traiter avec une entreprise basée au pays, dans le cadre de la réalisation de l'un de ses projets, cette personne-là doit veiller à ce que dans le contrat, qu'il y ait exactement les informations sur l'identification de cette partie. Il faut les informations sur le projet en question. En quoi consiste le projet? Le projet s'étend sur combien de temps? Qu'est-ce que le co-contractant est censé réaliser? Et sur combien de temps? Quel est le montant de la prestation? Est-ce qu'il y a des clauses que tu ne souhaiterais pas que le co-contractant divulgue dans le cadre de ce projet? Donc, il faut mettre les clauses de confidentialité si jamais vous ne vouliez pas que votre projet soit
divulguer. Donc, il y a également la juridiction compétente en cas de problème. La juridiction compétente. Il faut mettre toutes ces mentions. Il faut que ce projet, soit consigné dans un contrat. Et surtout, cette personne-là, ce prestataire qui est en Afrique doit signer à la fin. Parce que c'est sa signature aussi qui va faire valeur juridique en fait. Pour celui qui est par exemple dans la diaspora, lorsqu'il veut traiter avec une personne qui est en Afrique, en dehors du contrat, cette personne en Afrique doit pouvoir produire une assurance pour prouver effectivement, en fait, une assurance qui va protéger le projet qui est en train d'être ficelé entre lui et quelqu'un de la diaspora, de sorte que même si cette personne aujourd'hui disparaît, que la personne de la diaspora soit capable de se retourner vers l'assureur. En gros, le prestataire doit avoir une assurance qui protège le projet en cas de non-réalisation ou de non-conformité par rapport au cahier de charge. Mais dans le cas où tu veux travailler avec la famille, comment ça se passe? Ça peut causer des conflits, mais est-ce qu'il y a un moyen de travailler avec eux, avec une protection quand même, mais avec un contrat à règle humaine en fait? C'est possible ou... En fait, c'est une question qui m'amène d'abord à sourire parce que la famille africaine reste la famille africaine. Lorsque vous mettez en place un contrat, c'est en fait pour récupérer votre argent si jamais le projet n'est pas réalisé. C'est en fait pour réclamer un dédommagement si jamais le projet n'est pas réalisé. Alors, dites-moi, si vous avez travaillé avec votre petit frère ou bien votre grand frère en Afrique et qu'il n'a pas réalisé le projet, vous allez l'amener en prison. Ce qu'il faut faire ici, c'est d'éviter en fait de travailler avec la famille. Mais il faut encourager la famille d'une autre manière. Tu peux lui envoyer de l'argent pour qu'il investisse à son propre compte. Mais jamais lui confier la gestion de ton projet parce qu'en cas de problème, c'est toi qui vas perdre et c'est toi qui seras le méchant dans cette affaire. Par contre, si ton frère il est professionnel dans le domaine, tu peux faire un contrat avec lui. Là, dans ce cas, il accepte toutes les exigences. Supposons que j'ai un contrat de construction d'un bâtiment, mon frère, il est ingénieur, je peux faire un contrat avec lui. Mais par contre, là, il faut qu'il soit d'accord que si ça se passe pas bien, voilà, si une entreprise est professionnelle, le droit d'injonction de payer peut s'appliquer. C'est pas à lui, mais à son entreprise. Attendez un peu, monsieur Karim. J'ai dit ceci, le contrat c'est pour récupérer par exemple, c'est pour réclamer un dédommagement au cas où le projet n'est pas réalisé. Mais même si votre frère est un professionnel, je ne conseille pas toujours de faire recours à lui. Ou bien vous pouvez le faire, mais à vos risques et périls. Si vous avez de la chance, votre frère est honnête, il a vraiment à cœur de vous voir réussir dans votre projet. Mais si c'est le genre de frère ou de petit frère qui attend seulement que l'argent tombe dans le compte et puis dilapide, vous n'aurez que vos petits yeux pour pleurer. Vous pensez quoi du coup alors? Au lieu de travailler avec lui directement, si moi de soit travaille avec un professionnel en Afrique, quelqu'un comme vous par exemple, je travaille avec vous. Si mon frère est juriste, je passe par vous, vous intégrez mon frère dans votre processus de travail. Oui, en principe, si le frère il est honnête, il a vraiment à cœur de vous voir réussir, il peut directement prendre en charge le projet. Mais si c'est un type de frère qui va détourner les fonds et que vous tenez quand même à ce que son entreprise génère des revenus grâce à votre projet, vous pouvez passer par une autre personne pour que cette personne-là l'emploie. Ça, c'est une autre façon de valoriser ses compétences. C'est parfait, on comprend mieux. Donc, on arrive vraiment à la fin de ce podcast. Donc, nous, on a beaucoup apprécié d'échanger avec vous. On a beaucoup appris aussi également. J'espère que toutes les personnes qui regarderont ce podcast vont apprendre comme nous on l'a appris et que ça aidera le maximum de personnes. On invite à toutes les personnes donc de ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour les prochains épisodes. Dr Dorothée se trouve sur la plateforme Prestataire Africa. Toutes les personnes qui ont besoin de ses services, ils vont aller sur la plateforme, la trouver, la contacter pour pouvoir l'aider à réaliser ses différents projets. Donc nous vous remercions pour votre présence. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot, un mot de la fin pour clôturer ce bel entretien qu'on a eu. Alors, je dirais que je suis très honorée de cette invitation. C'est vrai que ça faisait un moment à reporter le podcast compte tenu de mes obligations. Et aujourd'hui, j'ai dit, coûte que vaille, je vais tenir ce podcast avec vous. Et donc, j'ai fait comme ça et puis les choses se sont très bien passées. Et puis, me voici, j'ai tenu ce podcast. Et puis, je suis dans la profonde gratitude
Alors, je vais inviter tous les entrepreneurs, toutes les personnes de la diaspora de s'abonner sur la plateforme Prestataire Africa parce que j'y suis également. Donc, si vous avez besoin de mes services, vous m'écrivez par là, vous allez me joindre. J'ai une société qui est légalement créée. Voilà, il faut le préciser. Je suis consultante indépendante, mais j'ai une société légalement créée. Donc, vous pouvez retrouver ma société sur la plateforme des contribuables camerounais. Donc, j'invite également toutes les personnes qui vont regarder ce podcast à s'abonner sur mes différents réseaux sociaux. Actuellement, je suis sur Facebook, je suis sur YouTube et progressivement, je vais m'étendre sur d'autres plateformes en fonction des besoins ponctuels. Donc, je vous remercie. Parfait. Merci beaucoup. Tiens, un dernier mot. Aujourd'hui, vous êtes en Afrique, vous avez une entreprise de qualité, vous êtes bien régulé et Prestataire Africa est là pour vous donner plus de visibilité et vous aussi, de votre côté, donner plus de valeur à la diaspora qui va vous contacter pour travailler avec vous. Et merci beaucoup encore pour votre présence. C'est moi qui vous remercie, M. Diallo. Merci beaucoup, docteur. À bientôt. Bonne fin de soirée.